Merci beaucoup tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma présentation. Comme Maxine a dit, je suis Elmira Hassanzadeh, je suis professeure dans le département de génie civil, géologique et mines à Polytechnique Montréal. Aujourd'hui, je vais parler de gestion de ressources en eau dans les conditions changeantes. Premièrement, je voudrais donner une brève définition de système de ressources en eau, ce que je voudrais dire avec ça. En fait, ces systèmes ont deux parties ou deux composants clés, la disponibilité de l'eau et comme l'eau de surface et les écoulements souterrains et la demande en eau, l'eau qu'on utilise pour différentes activités comme la production de l'énergie ou production agricole. Ces deux éléments de système interagissent dans le temps et dans l'espace et avec la gestion de l'eau, on essaie de trouver un équilibre entre ces deux éléments. Cependant, vous le savez que les systèmes de ressources en eau sont sous la pression. Premièrement, à cause de l'augmentation de la demande en eau, vous pouvez voir ici, à cause de l'augmentation de la population et des activités significatives socio-économiques. De plus, on a un changement dans la caractéristique de disponibilité de l'eau. Ça, c'est à cause des activités humaines locales comme la redistribution ou la redirection de l'eau. Et plus important, on a des changements dans les caractéristiques de disponibilité de l'eau à cause de changements climatiques. En fait, l'augmentation de la température et les changements dans les caractéristiques de précipitation, ils ont modifié les composantes de cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre ce qu'on a vu avant, par exemple, dans les derniers 30 ans, comme la caractéristique de disponibilité de l'eau et à l'avenir aussi. Ça signifie que on doit mettre à jour les pratiques de gestion de systèmes de ressources en eau à l'avenir dans les conditions changeantes ou en considérant ces changements dans les caractéristiques de disponibilité et la demande en eau. Dans le contexte du changement climatique, pour évaluer l'impact du changement climatique, l'approche commune consiste à utiliser des sorties de modèles climatiques qu'on appelle GCM. Ces modèles sont les outils les plus avancés pour projeter le climat futur. En fait, ces modèles vont essayer de présenter le processus physique au processus qui correspond à un système terrestre. On utilise une chaîne des équations pour, par exemple, conserver la masse et de l'énergie pour cet effet. C'est-à-dire que soit on directement utilise les données ou les sorties de ces modèles pour faire l'analyse de gestion de l'eau à différentes échelles, ou par exemple, on va utiliser ces données dans un autre modèle, comme le modèle hydrologique, pour par exemple estimer le débit dans un bassin versant. Ça signifie que le changement ou les caractéristiques de ces modèles affectent notre estimation de risque ou estimation de vulnérabilité du système à l'avenir aussi. C'est pourquoi on va essayer de faire des analyses de performance de ces modèles. En fait, on a différents centres de modélisation. Par exemple, on a un centre de modélisation au Canada, le centre de modèle climatique au Canada aussi. Voici la résolution spatiale de modèles qui existent dans le monde. Ça signifie que ces modèles ou la sortie de ces modèles ne sont pas nécessairement les mêmes, parce qu'on utilise différentes équations, différentes données, ou on considère différentes résolutions spatiales dans ces modèles, alors leur projection de précipitation et température peut être différente à l'avenir. De plus, pour chaque modèle climatique, on peut avoir plusieurs simulations qui correspondent à différentes conditions initiales. C'est-à-dire que
encore une fois, pour chaque modèle aussi, on peut avoir différentes projections du futur. Juste pour vous donner un autre détail lié au changement climatique, au modèle qu'on utilise, dans les années précédentes, les scientifiques ils ont essayé d'améliorer la qualité ou la performance de ces modèles climatiques. Par exemple, ils ont essayé de réduire la résolution spatiale de ces modèles ou, par exemple, ils ont essayé de mieux présenter le processus physique de ces modèles ou, par exemple, ils ont essayé de présenter le scénario futur qui correspond à différentes conditions socio-économiques et politiques. Au Canada, dans plusieurs pays dans le monde, on a utilisé les sorties de modèles climatiques de projet CIMIP 5. Ça, c'est ces modèles, ils sont disponibles à partir de 2013 pour analyser, pour faire l'analyse liée à la gestion de l'eau. Par contre, récemment, en fait, à partir de 2020, c'est juste il y a un an, les sorties de modèles climatiques de projet CIMIP 6 sont disponibles. Ça pose une question pour nous, est-ce qu'il y a une grande différence entre les comportements de modèles CIMIP 5 et CIMIP 6? Est-ce que je peux faire confiance sur les modélisations ou sur mes estimations du climat futur aux conditions de bassin-bassin si j'ai utilisé les sorties de modèle CIMIP 5 ou je dois mettre à jour mes résultats avec le modèle CIMIP 6? Ça, c'est comme la première question qu'on a eue. La deuxième question qu'on a, ça, c'est parce que, comme je vous ai dit, il y a des centres climatiques qui donnent plusieurs simulations pour chaque modèle. Est-ce que pour la future, je peux utiliser un seul modèle qui inclut ensemble des réalisations ou simulations pour faire l'analyse de l'évaluation de changement climatique au Canada ou non? Ça, c'était en fait les questions qu'on a. Et avec mon étudiante en maîtrise, Sarah Claude Bourdegoulet, on a abordé ces questions dans notre article qui était publié dans Earth Future il y a en fait quelques mois. Aujourd'hui, je voudrais juste parler sur une partie de cet article pour vous présenter la réponse pour ces questions. Pour notre analyse, on a utilisé 14 modèles climatiques. Par exemple, pour ça, c'est ensemble au total 7 modèles par 7 centres climatiques. Pour chaque centre, on a ces 2 modèles. Par exemple, ici, pour le modèle canadien, ça, c'est le modèle pour CIMIP 5. Ça, c'est comme le nombre de modèles pour CIMIP 5. Ça, c'est le nombre de modèles pour CIMIP 6. Voici la résolution spatiale de deux modèles et aussi le nombre de simulations pour la période historique et la future. On a aussi considéré 2 scénarios pour la future aussi. On a téléchargé les données de température et précipitation pour ces modèles climatiques. On a fait la même chose pour 2 réanalyses de NOAA et NCEP pour comparer notre valeur de modèle avec ces benchmarks dans la période historique. Pour mieux présenter la différence entre les modèles de projet de CIMIP 5 et CIMIP 6, on a utilisé 6 indices climatiques. Et dans cette conférence, je vais juste me concentrer sur la présentation des résultats pour Annual Maximum Precipitation ou précipitation annuelle maximale. Ici, en haut, on a les valeurs de AMP, la précipitation maximale annuelle, on a trouvé les valeurs moyennes pour tous les modèles qui existent dans le projet de CIMIP 5. On a fait la même chose pour le projet de CIMIP 6. On a aussi trouvé les valeurs pour NOAA et NCEP. Ça, c'est indication de valeurs dans la période historique. En bas, on présente même chose comme même résultat, les valeurs moyennes de AMP pour la future, pour CIMIP 5 et CIMIP 6 dans 2 différents scénarios futurs. Comme vous voyez en haut,
si on compare les valeurs de CIMIP5 et CIMIP6 au Canada, on peut voir qu'il n'y a pas une grande différence entre ces valeurs. Peut-être on peut voir qu'il y a un peu de différence dans les prairies, mais ce n'est pas très important. Par contre, si on compare les valeurs de CIMIP avec NOAA et NCEP, on peut voir qu'il y a quand même grande différence entre ce qu'on trouve avec les modèles climatiques aussi qui existent avec les réanalyses. C'est-à-dire qu'il y a encore des différences entre ces deux projections, ces deux modèles climatiques et réanalyses dans la période historique. Quand je regarde les valeurs à l'avenir, on peut avoir la même idée qu'il n'y a pas une grande différence entre la projection de modèles climatiques de CIMIP6 et CIMIP5. Il y a un peu de différence qui est un peu important quand on regarde ces scénarios de 8,5. Par contre, si on compare les valeurs de AMP par chaque centre de modélisation, par exemple, ici, je compare les valeurs de AMP de modèle climatique de CIMIP5 avec le modèle climatique correspondant à CIMIP6, mais ça, c'est le même centre climatique. Je peux voir que les valeurs de ces deux versions de CIMIP sont différentes. Ça peut être, la différence peut être vers de 100% aussi. Mais ce n'est pas le même résultat pour tous les modèles. Par exemple, ici, pour un autre centre, on peut voir que la différence entre les valeurs de version CIMIP5 au projet CIMIP5 et CIMIP6 est un peu petite que ce qu'on a vu pour d'autres centres de modélisation. Ça signifie que si je utilise un seul modèle, peut-être je ne peux pas complètement présenter la situation à l'avenir aussi. Dernièrement, j'ai comparé les valeurs de simulation de modèles climatiques. Ici, vous pouvez voir les résultats pour la période historique et dans la période future. Pour le faire, on a utilisé ou on a présenté les résultats pour différentes zones écologiques. Et ici, on a juste présenté les résultats pour Grand Lac. Comme vous pouvez voir, première chose, il y a des différences entre les valeurs estimées si on regarde des simulations de modèles climatiques. Ici, le noir présente les valeurs pour CIMIP5 et le rouge présente les valeurs pour CIMIP6. Comme vous pouvez voir, il y a des différences entre ces deux projets. Et deuxièmement, on ne peut pas dire quel modèle surpasse concernant la compétence d'autres. Par exemple, ça, c'est les valeurs de NOAA et NCEP. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une amélioration dans le modèle CIMIP5 ou CIMIP6 si je compare ces valeurs avec NOAA et NCEP. Deuxièmement, si j'utilise plusieurs simulations, ça ne nécessairement pas va me donner une grande gamme d'estimations aux projections. Ça, c'est-à-dire que si je pense que, OK, je veux juste utiliser le modèle canadien avec 50 simulations, ça ne nécessairement pas va donner un ensemble de grandes valeurs que pour la simulation de futur. Si je regarde les valeurs de futur, même logique existe. Il n'y a pas une valeur estimée similaire entre CIMIP5 et CIMIP6. C'est-à-dire que à la fin, basé sur ces analyses, comme je vous ai dit, j'ai juste présenté les valeurs pour AMP, mais c'est même logique pour l'autre indice climatique qu'on a utilisé. On n'a pas vu nécessairement que le modèle de CIMIP6 surpasse le modèle de CIMIP5 concernant leur performance quand on compare les valeurs avec réanalyse de NOAA et NCEP. Deuxièmement, quand on regarde les valeurs moyennes, comme la moyenne de 6 modèles par projet CIMIP6, 6 modèles par projet CIMIP5, peut-être on peut voir qu'il y a une similarité entre eux,
Par contre, si on regarde les modèles, les valeurs de chaque modèle par modèle ou les simulations de futur, on voit qu'il y a des divergences entre les simulations. C'est pourquoi dans nos analyses, on suggère d'utiliser ces projections de ces deux modèles pour l'évaluation de l'impact du changement climatique. Dernièrement, comme on a vu, on a juste parlé de incertitude aux projections qu'on a concernant le modèle climatique. Par contre, comme je vous ai dit, il y a, si on veut, par exemple, estimer la disponibilité de l'eau à l'échelle locale, on doit faire la rédaction d'échelle de modèles. On a j'ai publié un article avec mes collaborateurs en McGill. On a présenté qu'il y a des incertitudes entre les résultats qu'on a si on utilise différents modèles de dégradation d'échelle. Et on a aussi présenté récemment, ça c'est un article qui est, publié, qui est accepté récemment, si on utilise différents modèles hydrologiques, ça peut aussi affecter notre estimation de vulnérabilité aux performances du système. C'est pourquoi on a deux suggestions que je vais brièvement présenter. Première suggestion qu'on a est utiliser d'autres approches qu'on appelle bottom-up. Dans cette approche, on n'utilise pas directement ou nécessairement les résultats des modèles GCM ou modèles hydrologiques. On va essayer de perturber ou générer les valeurs de débit ou les séries de débit. On va essayer de voir la vulnérabilité du système dans les conditions changeantes. On va essayer de détecter où dans quelles conditions climatiques ou dans quelles conditions hydrologiques on va avoir un risque ou échec dans notre système. Deuxièmement, on suggère d'utiliser ces deux approches de top-down et bottom-up pour trouver un risque dans le système, comme présenter le profil de risque. Et avec ça, on peut trouver les valeurs qui correspondent à notre design ou qui correspondent à notre estimation de valeurs déterminées. Ça, c'était en fait un article qui est publié en 2018. Et si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer un peu aussi. Avec ça, je voudrais vous remercier pour votre participation dans mon présentation. Je suis disponible si vous avez des questions. Merci.